J'avais écrit une petite autobiographie dans un livre qui s'intitulait OVNI, où est la vérité, il y a déjà 15 ans de ça, dans laquelle je parlais de mes premiers amours de jeunesse pour les OVNIs, dont je vous livre quelques lignes. Le 4 décembre 1973, 65 taureaux de la manade Aubanel de Bonboncelli meurent par noyade dans le Vistre, une petite rivière qui coule au Quai Nord, dans le département du Gard. L'événement fait la une des journaux et retient déjà mon attention, alors que je n'ai que 10 ans. Est-ce le début d'une crise d'adolescence, expliquée par des spécialistes par le fait qu'on commence à s'intéresser à cet âge au mystère? En tout cas, je commence déjà à découper les journaux. Ça passera avec l'âge, disaient mes parents, il y a plus de 45 ans. Cette nuit-là, ainsi que les nuits suivantes, dans le Gard et l'Hérault, des gens verront des ovnis. Des soucoupes volantes, des roues lumineuses. Une soucoupe aurait même atterri à Fabrègues, non loin de la chapelle Saint-Baudile. Alors là, il y a une petite parenthèse, c'est Saint-Baudile ou Saint-Baudile, suivant les... nous y reviendrons. Et provoquer un grand témoin dans le village. En fin d'année, on ne parle plus que de cela. Le Midi Libre, le Parisien, la Marseillaise, l'écho du Vidourle publient des témoignages et font s'affronter des idées et des hommes. Chacun y va de son hypothèse, croyant détenir la vérité. Mais l'énigme reste entière. Voilà pour l'extrait. Lassitude, et pourtant cette passion ne m'a jamais quitté, puisque ça fait maintenant plus de 40 ans que je fais dans l'ufologie. Donc ça ne m'a pas du tout passé avec l'âge. En 2015, je me retrouvais ici même, dans cette salle Yves Abric, pour parler d'ufologie de terrain, et surtout pour parler de mon pessimisme quant à l'avenir de l'ufologie. Aussi, quand Thierry, notre président d'OVNI Languedoc, m'a demandé si je ne voulais pas faire une petite intervention à ce congrès, alors que j'étais sur le point de lui dire « Non, j'ai plus rien à dire maintenant sur le sujet », il m'est venu à l'idée de reparler de ces vieux cas qui m'avaient interpellé. Nous étions donc en 1973 et il se passait de drôles de choses dans mon coin, comme des observations de soucoupes volantes, des coupures de courant inexpliquées, ou des troupeaux de taureaux qui allaient se noyer dans des ruisseaux. Et oui, je faisais déjà mon petit Charles Fort, vous savez, cet écrivain qui s'était attaché à relever tous les phénomènes inexpliqués. Me revoilà donc à fouiner dans mes archives et à vous proposer quelques fragments. Les années 1973 et 1974 connurent en effet une nouvelle vague de phénomènes aériens. La région du Languedoc-Roussillon va revenir sur le devant de la scène ufologique, avec quelques cas intéressants. En fait, ce 4 décembre 1973, c'est toute la région de Lunel, dans l'Hérault, qui subit une coupure inexpliquée et importante de courant électrique, approximativement vers 23 heures. À Pérol, peu de renseignements sur le phénomène observé, si ce n'est qu'on a vu une drôle de roue lumineuse. Dans le département voisin, celui du Gard, en revanche, il s'est passé bien des choses étranges. C'est la fameuse noyade des 65 taureaux de la manade Aubanel de Bonboncelli, qui fit couler beaucoup d'encre. À l'époque, affaire sur laquelle il y eut de nombreuses tentatives d'explication, et sur laquelle nous allons revenir. Notons qu'une piscine a été arrachée. Il est vrai que le vent soufflait très fort, qu'un poteau téléphonique fut vrillé et qu'il y eut des coupures de courant. Cette noyade mystérieuse des taureaux, plus une observation d'OVNI sur la région, événement lié ou pas, nul ne le sait encore aujourd'hui. Nous sommes le mardi 4 décembre 1973, à la limite de l'Hérault et du Gard, non loin du village du Quélar. Dans la nuit du 4 au 5, 65 taureaux de la manade Aubanel de Bonboncelli vont périr dans des circonstances troublantes. Cette affaire est-elle liée ou non au sujet qui nous occupe, c'est-à-dire l'ufologie à proprement parler? Nul ne le sait. Bref, voilà, des taureaux se sont précipités dans le Vistre, un petit ruisseau qui ne paye pas de mine. Toutes les thèses sont aussitôt passées en revue. La faim, la soif et même, figurez-vous, les ovnis. Pourquoi les ovnis? Parce que de nombreux ufologues ont fait le lien avec les nombreuses découvertes d'animaux mutilés, d'autant plus que nous sommes en 1973, époque où justement beaucoup de cas ont été signalés, surtout aux États-Unis. Sauf que là, mettons tout de suite les choses au point. On va parler de morts mystérieuses d'animaux, mais pas du tout d'animaux mutilés. De quoi s'agit-il quand on parle de mutilation?
Des animaux, principalement des bovins et des ovins, qui sont retrouvés morts, vidés de leur sang, parfois mutilés. Il leur manque les yeux, la langue ou les parties génitales. Les constats de disparition ou de découverte de ces animaux morts peuvent ou non coïncider avec des apparitions d'ovnis. Parfois, les os des bêtes mortes sont brisés, comme si elles avaient été aspirées, puis relâchées dans le vide. Les blessures sont faites de façon chirurgicale. Un détail important, aucun prédateur ni charognard ne s'approche des bêtes mutilées. De nombreuses enquêtes n'ont pas abouti, toutes les hypothèses ayant été envisagées puis rejetées, animaux prédateurs, cetres, etc. Et le lien avec le phénomène ovni a pu être établi par le fait que la précision de ces opérations suppose une technologie très avancée et que des lumières étranges ont parfois été observées sur les lieux mêmes des mutilations, que certaines traces relevées peuvent être comparées à celles que laissent les ovnis. Ajoutons que de mystérieux hélicoptères sans immatriculation auraient également été observés sur les lieux et que le phénomène tend à prendre de l'ampleur, et on aura là un aperçu très résumé du problème qui se pose. Ici, en Camargue, à part les observations de phénomènes aériens signalés pendant cette période, la corrélation ovni-mutilation ne peut pas être retenue. Il y aura d'autres cas, ici et ailleurs, bien vite oubliés, comme en 1978 dans les Pyrénées-Orientales, où des vaches et des veaux avaient été retrouvés morts en plusieurs endroits, un fait divers qui n'avait pas trouvé d'explication satisfaisante. Bref, à toutes les époques, on s'est trouvé face à des cas de mort mystérieuse d'animaux, et ce serait aller bien vite en besogne que d'affirmer que les ovnis en furent responsables. C'est un peu comme les faits divers relatés ces derniers mois dans les médias, avec des découvertes d'animaux mutilés qui n'entrent pas dans ce schéma de mutilation mystérieuse. À quoi il faut ajouter toutes ces découvertes d'animaux retrouvés morts, qu'il s'agisse de chiens ou de chevaux, mais morts à cause d'une algue, d'herbes toxiques qui n'a rien de mystérieux, des cas qui se multiplient depuis quelque temps, non seulement dans notre région, mais bien au-delà. Revenons donc à nos moutons, ou plutôt à nos taureaux, en remontant 50 ans en arrière. C'est Caroline Aubanel, la fille du manadier, qui la première a découvert les cadavres le long du Vistre. Elle est arrivée à 8h30 le 5 décembre avec un jeune gardien, en remarquant quelques taureaux en dehors des prés habituels, et pensant qu'ils avaient brisé le portail. Il n'en était rien. Elle voit alors un premier taureau mort dans le Vistre, constate qu'il appartient à son père, puis en aperçoit alors 3 ou 4 autres. Affolée, elle repart et rencontre le jeune gardien qui venait d'en découvrir une dizaine gisant dans la vase. Ils vont alors avertir le manadier et revenir pour constater la disparition d'une soixantaine de bêtes. Le long du Vistre, on retrouve 5 ou 6 taureaux sur 3 km, puis 25 le pont du Vistre. Enfin, 6 taureaux ont été retirés du Vidourle, soit à des kilomètres plus au sud, avant la mer. Le manadier Henri Aubanel témoigne. Dans un long entretien, il précise « J'élève des taureaux depuis 43 ans. Dans cette catastrophe, je laisserai à d'autres le soin d'imaginer toutes les hypothèses. Toutefois, je me permettrai de demander et d'abandonner certaines thèses erronées. D'abord la soif. Elle n'est pas la cause de la mort de mes taureaux. Pas une seule fois, je n'ai vu un animal se jeter dans l'eau pour boire. Les bêtes n'ont pu être surprises que par un phénomène extérieur. » Henri Aubanel n'exclut pas la malveillance, ni le fait que ces taureaux aient pu être effrayés par un hélicoptère, par exemple. Sauf que cette nuit-là, le Mistral soufflait en rafale et que personne n'a entendu de bruit de moteur. Pierre Aubanel, le fils du manadier, déclare « À la nouvelle, je n'y ai pas cru, tant la chose me paraissait invraisemblable. Depuis 60 ans, ma famille fait manger la manade dans les prés et les taureaux connaissent bien le coin. Certes, aujourd'hui, le Vistre est pollué. Ce n'est un secret pour personne. Mais comme son père, il infirme l'hypothèse de la soif. Si les taureaux avaient eu soif, ils avaient la possibilité d'aller boire à l'eau, où l'eau est potable. Et puis, un taureau peut faire des kilomètres pour chercher de l'eau, mais jamais il ne se jette à la rivière. Il descend prudemment pour étancher sa soif. Enfin, Pierre Aubanel avait déjà assisté à un cyclone où les taureaux s'étaient affolés, mais aucun n'avait plongé dans l'eau. Par contre, il évoque la noyade de 50 taureaux, mais une quinzaine avait réussi à se sauver. Le vendredi 7 décembre 1973 paraissait dans le Midi Libre un article intitulé « On s'interroge en Camargue gardoise sur les causes du désastre qui a décimé, au Kellar, la manade Aubanel de Baroncelli ». C'est cet article que j'avais lu à l'âge de 10 ans et découpé la photo montrant un tracteur relevant les dépouilles.
Après avoir exposé les faits, le journal s'interroge. Que s'est-il passé? Les violents tourbillons de vent qui cette nuit-là soufflaient en tempête sur la petite Camargue auraient-ils créé dans le troupeau un affolement tel que les bêtes aient foncé dans le cours d'eau? Le coup de feu d'un braconnier aurait-il jeté la panique dans la manade? D'autres hypothèses sont passées en revue. La faim, la soif, la pollution du ruisseau. Dans le journal La Marseillaise, daté du 9 décembre, c'est le président des manadiers de Camargue qui déclare « Les taureaux ont été défrayés, il n'y a pas de doute. Le taureau ne supporte pas ce qui est insolite. La nuit de la catastrophe, il y avait un vent très fort, mais il a pu se produire autre chose. » À la question « Comment la catastrophe a-t-elle pu se produire ?», il répond « Ce qui s'est produit, c'est un plongeon global. Les taureaux n'ont pas sauté les uns après les autres. Absolument pas. Et ils se sont mis à courir de nuit, tous. Ils ont fait un plongeon global. Ça ne peut être consécutif qu'à une frayeur soudaine. » La thèse la plus probable est que les bêtes se sont alors enlisées dans la vase, n'ont pas pu remonter et sont mortes d'épuisement. Une hypothèse qui sera infirmée par l'écho du Vidoule du 15 décembre, je cite « La pente de la rive gauche est presque insignifiante. On peut donc s'étonner à juste titre que les quadrupèdes ne se soient pas dégagés. » Le Midi Libre remet ça dans un article le 19 décembre avec le titre suivant « Le suicide collectif des taureaux d'Aubanel, un mystère qui s'expliquerait par un autre, la panique due à une intervention extraterrestre. » De Francis Attard, on y repasse en revue les différentes hypothèses. Le vent, hypothèse rejetée par beaucoup. Un empoisonnement accidentel ou criminel, idem. Le vétérinaire qui a pratiqué l'autopsie conclut à une mort par noyade. Mais voilà que notre journaliste va plus loin et l'idée fera son chemin. Tout s'est passé comme si les malheureuses bêtes avaient soudainement perdu toute maîtrise d'elles-mêmes. Il était remarqué qu'aucun taureau n'avait un membre brisé. Et Attard reprend là une hypothèse avancée par un petit journal, l'écho du Vidoule. Les bêtes auraient été terrifiées par une intervention supraterrestre. Un objet non identifié, une soucoupe volante, source d'ultrasons ou, pourquoi pas, rayon auquel la nature de l'animal est particulièrement sensible. C'est là qu'intervient Norbert Giambiasi, alors jeune chercheur-ingénieur de la faculté des sciences de Montpellier, qui affirme « Dans les nombreux récits recueillis sur les atterrissages d'OVNI, on a souvent remarqué que les témoins avaient eu leur centre nerveux paralysé par des ondes électromagnétiques, comme pour les empêcher d'approcher de trop près. C'est ce qui a pu se passer pour les taureaux du Kellar. » Et d'ajouter, on peut même se demander s'ils n'ont pas été pris dans un tourbillon provoqué par un phénomène anti-gravitation, évidemment lié à la présence d'une soucoupe soulevée de terre et précipitée dans l'eau. Pourquoi une soucoupe volante, s'étonne alors Francis Attard, qui a aussitôt trouvé la réponse? Parce que, selon certains témoins, il se serait passé cette nuit-là des choses insolites. D'abord, 2 habitants du village de Galargue auraient vu une drôle de roue lumineuse. À Pérol aussi, la même nuit, la même lueur aurait été aperçue. Ensuite, à Lunel, de nombreux habitants ont subi des coupures de courant, notamment pendant l'émission télévisée des dossiers de l'écran, qui se termine habituellement vers 23 h. Enfin, pour étayer l'hypothèse d'ondes électromagnétiques, dans un jardin de Galargue, une piscine métallique a été arrachée en vrille et repliée sur elle-même. Surprise, les arbres alentour n'ont pas bougé, et plus loin, un canis, une table et un banc en pierre n'ont pas été arrachés. Par contre, à Aimargues, c'est la base d'un poteau téléphonique que l'on retrouve vrillé. Bien entendu, nous sommes en 1973, en pleine période d'âge d'or de l'ufologie, alors les commentaires vont bon train et les journaux reçoivent de nombreux courriers de lecteurs. En 2020 ou en 2021, quand un journal reçoit un commentaire, c'est plutôt de style narquois, mais en 1973, on en remet une couche en apportant de l'eau au moulin. Ainsi, lecteurs, chercheurs, groupements d'ufologues se retrouvent côte à côte dans les journaux. À l'écho de Vidoule, c'est un certain Guérin qui signe un papier concluant. Il est donc très raisonnablement permis d'en tirer une conclusion cartésienne. Les taureaux ont entendu des ultrasons inaudibles pour nous, émis par, puisqu'il faut bien appeler les choses par leur nom, une soucoupe volante. Les taureaux totalement paniqués se sont jetés dans le vistre et n'ont rien tenté pour en sortir.
car il était littéralement paralysé par la peur. Toujours dans l'écho du Vidourle, Norbert Giambasi écrit: Partant de tous ces éléments, nous nous sommes livrés à une petite expérience sur une carte au 1/200 millième. Et nous avons tracé une première ligne droite passant par Quellargues, le Montueux et Émargues, et une seconde par Saint-Baudile ou Saint-Bosile selon les et Pérol. Or, ces deux droites se coupent sur le Vistre, à l'endroit même où les taureaux périrent. Giampiasi, qui n'a pas douté connaît son sujet, a dû entendre parler de l'orthothénie d'Aimé Michel. Orthothénie qui, on le sait, sera une hypothèse abandonnée quelques années plus tard. Certes, envisager l'hypothèse des extraterrestres pour expliquer la noyade des taureaux, c'est allé bien vite en besogne. Seulement voilà, aucune explication ne satisfait personne. Le vétérinaire qui a autopsié les taureaux est contacté et répond à des questions bien précises. D'abord, il n'a autopsié qu'un seul taureau. Il est catégorique. Ils sont tous morts par noyade. Ils n'étaient ni affamés ni assoiffés. Il suppose que seul un affolement les aurait poussés à se jeter à l'eau. La seule question restée sans réponse est donc celle-ci: affolé par quoi? Pour ajouter un peu plus de mystère au mystère, voilà que Gérard Guérin écrit dans Les Coups du Vidourle: un élément nouveau qui nous avait échappé est un élément matériel. Les taureaux qui se sont noyés étaient parqués dans un enclos délimité d'un côté par le Vistre et par des barbelés sur les trois autres côtés. Question: le portail était-il ouvert ou fermé? S'il était ouvert, pourquoi donc, pour atteindre l'autre rive, les taureaux n'auraient-ils pas emprunté le pont, qu'ils connaissent bien? S'il était fermé, en ce cas, les taureaux n'ont pu se jeter dans l'eau qu'en aval du pont, et on a retrouvé des corps en amont. Comment aurait-il pu remonter le courant? Le Midi Libre, lui, tente des explications plus terre à terre en rapportant des propos de Manadier qui pense que c'est la boue du Vistre qui sont les causes de la noyade. En effet, ce ruisseau recueille les égouts de la ville de Nîmes et des usines y déversent leurs résidus. Comme il n'y a aucun bassin de décantation ou d'épuration, il y a donc une épaisse vase dans le lit du ruisseau. Toujours d'après les Manadiers, si les eaux avaient été plus hautes, les talus auraient été plus faciles d'accès aux taureaux qui ont dû se débattre avant de périr. Les années ont passé, les hypothèses se sont succédées. Le mystère n'a fait que s'épaissir. De telle sorte que l'on retrouve encore sur des blogs des titres du genre « Un ovni tue 65 taureaux en Camargue » pour illustrer cet événement hors du commun. Comme dans tout débat, ufologique ou non, chacun ira de son idée. Si on vient de voir des thèses de convaincus, on ne manquera pas de relever celles des sceptiques, qui par exemple ont ressorti quelques archives et nous parlent de la mort de 57 taureaux en 1941, due à un affolement suite à une tempête en Camargue, ou encore de la mort de 80 taureaux prisonniers des glaces en 1929. Sauf que là, l'explication était avérée, alors que pour la catastrophe du Vistre, on cherche toujours. Ce 4 décembre au soir, personne n'avait remarqué le comportement inhabituel parmi les taureaux. Et dans la nuit qui a suivi, un couple qui habite une masse à 15 km des lieux, à 15 mètres des lieux, n'a rien entendu et déclare: 65 taureaux qui plongent et qui beuglent, croyez-moi, ça fait un sacré vacarme. Le mystère reste entier. 2 jours avant, soit le dimanche 2 décembre, 3 jeunes filles de Montpellier rentrent de Palavas. Il est 18 h. Elles observent alors dans le ciel, à hauteur de l'embranchement de l'âtre, un objet de couleur rouge. À l'embranchement de la hauteur de l'âtre. Elles pensent au premier abord à un avion, mais elles sont frappées par son immobilité. Le phénomène est visible pendant plusieurs minutes, puis se déplace alors rapidement nord-sud pour s'immobiliser à nouveau. Elles ont remarqué pendant le déplacement que la couleur était plus orange que rouge. Le mardi 4 décembre à 19h40, jour on le rappelle dans le noyade des taureaux de Banel, un témoin dont le nom est connu, ancien pilote de l'aéronaval et qui habite Pérol, observe une forme ovale, rouge aux extrémités et orangée au centre, qui se tient immobile avant de redémarrer à une vitesse vertigineuse. Le témoin reverra ce phénomène au cours de cette soirée. Toujours ce 4 décembre, un témoin observe depuis sa terrasse, entre 19h30 et 20h, un objet lumineux de couleur rougeâtre qui se déplaçait lentement en montant à la verticale. Il se saisit de ses jumelles et poursuit son observation sans remarquer un autre détail particulier.
Ce 4 décembre encore, une habitante de Mireval observe une boule rouge entre 19h30 et 19h45, alors qu'un autre du village de Fons observe un disque rouge qui passe entre les communes de Saint-Mamère et de Pérignargues, se dirigeant vers le Quédar. Le 6 décembre, à 2h du matin, 2 boules blanches sont observées, mais très loin de chez nous, puisque l'observation se situe sur l'île de Béhuard, dans la Manche. Les boules fusionnent pour n'en faire plus qu'une, puis disparaissent dans une sorte de brouillard. Toujours ce jeudi 6 décembre, on revient entre Palavas et Latte et Pérol, où un maîtreur, dans une entreprise de Montpellier, fait part de son observation très détaillée au Midi Libre. Vers 7h45, par temps sec et clair, il remarque 2 taches lumineuses très haut dans le ciel. Le soleil n'est pas encore levé, il y a dans le ciel une traînée d'avions qu'il identifie sans problème. Il réalise alors que ces taches sont de forme triangulaire, entre lesquelles il aperçoit vaguement une forme sphérique, d'un gris pâle et sans luminosité. Dans la même nuit, un chasseur aperçoit vers Lunel un gros disque rouge lumineux se dirigeant vers Montpellier. À 8h45, dans le département du Var, c'est là qu'un témoin observera un objet lumineux de forme ovale, allant du jaune à l'orange foncé au bord flou, qui se déplaçait du sud-est nord-ouest. Pas de traînée, pas de bruit. À 17h, toujours dans le Var, c'est encore un objet rond de couleur rouge-orangé qui descend et qui remonte en flèche. Et l'on passe à l'observation de Fabrègues. Avant de parler du cas, posons-nous la question de savoir si le lieu de l'observation qui s'est déroulé à la chapelle Saint-Baudile, est-ce qu'on appelle ça Saint-Baudile ou Saint-Baudile? En effet, le débat reste encore ouvert et fait rage chez les ufologues, dont certains, après la lecture de mes précédents ouvrages, m'ont signalé que les cartes indiquaient bien Saint-Baudile, alors que tous les documents consultés depuis plus de 40 ans indiquaient Saint-Baudile. Si l'on regarde une carte, en effet, on y trouve bien Saint-Baudile, mais si l'on se fie aux pancartes du village, on y trouve encore Saint-Baudile. Là, une petite parenthèse hors sujet s'impose. Moi qui habite dans les hauts cantons du département, je passe souvent par le col des 13 vents. Mais en fait, le col des 13 vents a été inventé par des cartographes qui, dans la moitié du XXe siècle, ont voulu franciser tous les noms occitans. Et donc, ce col qui s'appelait 13 vents, autrement dit 3 côtés en patois, est devenu 13 vents. Comme quoi, une carte, qu'elle soit Michelin ou IGN, n'est pas toujours fiable à 100%. On laissera donc à chacun le choix pour Saint-Baudile. Moi, je continue à appeler Saint-Baudile, Saint-Baudile. Donc, ce soir du 6 décembre 1973, vers 18h45, il fait déjà nuit et froid. Mais Fernand, 14 ans, et Jean-Paul, 15 ans, se décident tout de même à sortir dans le but d'essayer la puissance de leur mobilette dans la montée de la colline Saint-Baudile, à quelques kilomètres seulement du village de Fabrègues, côte au bout de laquelle se dresse une chapelle, à proximité d'un point de vue remarquable sur tout le littoral. Ils arrivent pratiquement au sommet de cette côte à fort pourcentage lorsqu'ils se rendent compte qu'une étrange lumière règne par là et éclaire la chapelle en ruine. Abandonnant leur cyclomoteur, Fernand et Jean-Paul achèvent leur chemin à pied. Une centaine de mètres les séparent encore de la chapelle. Ils racontent. Là, brusquement, nous découvrons la source lumineuse, un objet circulaire d'une dizaine de mètres de diamètre et d'une hauteur d'environ 3,50 m. Il était posé sur 3 pieds. On ne le voyait pas complètement car il était posé un peu en contrebas. L'objet avait la couleur de l'aluminium. On a entendu un léger ronronnement comme celui d'un petit moteur électrique. Tout autour de la coupole, il y avait des feux clignotants, rouges et blancs. Alors que nous regardions, pas très rassurés, une porte s'est ouverte en son milieu, en coulissant sur la partie supérieure du dôme. Une échelle est apparue. Là, on a eu la pétoche. Les deux protagonistes courent et évitent de faire du bruit. Ils redescendent à Fabrègues dans le but d'alerter du monde. L'objet les a suivis, éclairant fortement la route. Au village, ils y rencontrent leurs copains, leurs parents, leurs amis. À la salle de jeu habituelle, on trouve Fernand qui est blanc comme un linge. Devant l'extraordinaire récit, 3 autres garçons décident de se rendre sur les lieux. Il s'agit de Jean Yuntan, Jean Rodriguez et Thierry Castel. À peine arrivés sur les lieux, ils sont éblouis par une lumière intense.
Jean Rodriguez raconte « À nous, près de la chapelle, nous n'avons pas vu de soucoupe, mais nous avons été éblouis par une grande lueur jaune qui nous empêchait de distinguer quoi que ce soit. Alors nous aussi, nous avons eu peur et nous avons fait demi-tour en vitesse. Nous étions tellement nerveux que Jean Yuntan est tombé. Il a manqué un virage. » Arrivé au croisement de la route de Sète, on a crié à Fernand et à Jean-Paul qui remontaient. Vite, fichez le camp. Et eux aussi ne se sont pas fait prier. C'est alors qu'un troisième groupe de témoins va se former. Nous trouvons M. Rodriguez, père, ainsi que M. Azema, accompagné de 2 principaux témoins. Il y a aussi M. Barr, les 2 fils, sa fille et son gendre. En tout, ce sont donc 9 personnes qui s'entassent à bord de 2 voitures et tout le monde monte au sommet. Là, ils voient tous un objet lumineux qui donne l'impression de vouloir atterrir à l'endroit indiqué par Fernand et Jean-Paul. Est-ce l'arrivée des autos qui modifie le plan de l'engin? Toujours est-il qu'après quelques hésitations, ce dernier disparaît derrière la crête de la colline en direction de Sète. On verra plus loin que d'autres témoins encore verront évoluer le phénomène à ce moment-là. Monsieur Rodriguez, père, monsieur Azema, Fernand et Jean-Paul se rendent alors sur le lieu de l'atterrissage en direction duquel ils ont braqué les phares d'une auto. Non seulement le sol est encore chaud, 1 heure après la première observation, mais ils découvrent alors 4 empreintes rectangulaires d'environ 30 cm sur 40. On notera que, comme pour le cas de Fourmi, dans le nord, qui date du 7 novembre 1973, les témoins ne voient que 3 pieds, mais 4 marques se sont découvertes sur le sol. Que dire des témoins? Jean-Paul est immature, très naïf, et Fernand vif et intelligent, qui aurait pu l'influencer. Oui, mais c'est Fernand qui est arrivé au village blanc comme la neige, et c'est lui qui a souffert pendant 3 jours de violents maux de tête et de picotements aux yeux. Il a par ailleurs fait des cauchemars la nuit qui a suivi, en se réveillant et en hurlant « Vite, vite, sauvons-nous !» Oui, mais c'est Jean-Paul qui avait pris la décision de l'autruche, et qui demandait « Et maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ?» Et les autres témoins, et les traces. Les traces, parlons-en, elles sont au nombre de 4, rectangulaires, d'environ 30 cm sur 40, et sont bien marquées sur le sol. Il y a un enfoncement de 3 cm environ, et 2 trous rapprochés d'une trentaine de centimètres. Monsieur Carry, technicien au laboratoire océanographique de Sète, effectuera à l'époque des prélèvements de terre et eut l'idée de planter des lentilles dans les échantillons ainsi que dans un autre pot prélevé à 10 mètres de l'atterrissage. Ce second pot fut très fourni, alors que rien n'a poussé dans le premier. Ces expériences de germination peuvent être comparées à celles de Delphos, par exemple, qui est un cas du 2 novembre 1971. A noter que ce cas a partagé de nombreux ufologues, les uns étant persuadés qu'il s'agissait là d'un canular, les autres d'une véritable affaire non élucidée. Francis Attard, qui était à l'époque journaliste au Midi Libre et qui s'était longtemps intéressé au mystère, avait eu vent de cette histoire, tout à fait fortuitement, une quinzaine de jours plus tard, ce qui a fait dire à certains qu'il y avait la possibilité de canular. Michel Figuier et Jean-Louis Ruchon, dans leur pavé intitulé « Le premier dossier complet des rencontres rapprochées en France », paru en 1979, conclut « Le cas de Fabrègue serait un canular monté par les 2 jeunes témoins principaux, mais aucune contre-enquête n'est parvenue à notre connaissance. » Que dire à l'inverse des nombreuses anomalies constatées à cette période, coupure de courant, piscine vrillée, etc. Que penser des expériences menées par M. Claude Carry sur les échantillons de terre à prélever? Dans un article du Midi Libre, retrouvé depuis, daté du 3 février 1974, il est dit entre autres que c'est bien un ovni que les garçons de Fabrègue ont été observés. Et cette affirmation vient de Claude Poher, alors chef de section fusée-sonde au Centre national d'études spatiales de Toulouse. Ceci avant que Poher ne prenne la tête du GEPA 3 ans plus tard. Or, quelque temps plus tard, j'apprendrai de la bouche même d'un enquêteur indépendant que ce dernier aurait obtenu des aveux. L'affaire n'aurait été qu'une pure invention. Les témoins ont-ils été alors influencés? Auraient-ils inventé ces histoires de toutes pièces? En cherchant bien, on trouve effectivement des cas semblables dans la littérature ufologique, tel le fameux cas de Fourmi dans le Nord, qui s'est déroulé le 7 novembre 1973, soit donc tout juste un mois avant. Dans le cas de Fourmi, 10 enfants jouent au ballon quand ils observent une lumière rouge qui descend du ciel en direction du lieu-dit, le fief. La curiosité aidant, la petite troupe prend le chemin vert et se dirige vers la lumière qui se trouve de l'autre côté de la route, dans une prairie entre une maison en construction et une ferme. Il s'agit d'un disque avec coupole, reposant sur 3 pieds, de 56 mètres de diamètre et de 2 à 2,50 m de haut. Au sommet du dôme clignote une intense lumière rouge. Le disque émet une lumière blanc métallique.
Une luminosité jaune-orange semble sortir par deux hublots et pique les yeux des enfants. Plusieurs s'en vont, 4 restent, se cachant derrière un remblai de terre à moins de 35 mètres de l'objet. L'un des enfants regarde sa montre, elle s'est arrêtée. Un des enfants veut s'approcher, mais doit repousser chemin, les yeux en larmes. L'objet s'élève lentement à 4 ou 5 mètres du sol, décrit un léger mouvement hélicoïdal et part dans le ciel à vive allure, pour devenir un point lumineux rouge vif. Au cours de l'observation, les enfants entendirent un bruit décrit comme un tuf-tuf. Tut-tut, pardon. Ce bruit sera remplacé au cours du décollage par un bruit de sirène assourdissant. En septembre 2006, je suis tombé sur une coupure de presse qui datait du 3 février 1974. Concernant l'observation de Fabrègues, voilà ce que conclut le Midi Libre. Nous approchons de la vérité. N'hésite pas à dire à Montpellier un Américain bien tranquille, Monsieur Richard Niemzo, qui est le représentant en France de l'APRO, le plus important groupement d'études des ovnis. Le 7 décembre à 5h30, son système de détection magnétique a résonné comme un réveil matin dans son appartement. C'était le lendemain de la soirée de Saint-Baudile. Rappelons ici que les détecteurs magnétiques, c'était ces petits appareils qu'on pouvait se procurer à l'époque et qui réagissaient soit par une petite lumière, soit par une alarme, quand il y avait une modification du champ magnétique dans l'environnement. Quelques jours après le cas survenu à la chapelle Saint-Baudile, d'autres témoins aperçurent à nouveau des lueurs étranges, toujours autour de la chapelle. Un cas cité par Garot et Lavier dans leur livre Face aux extraterrestres. Que penser de tout cela? Le cas du 6 décembre 1973 à Fabrègues n'est certainement pas à classer dans les cas béton de l'ufologie, loin de là, même s'il a été maintes et maintes fois relaté dans toute la littérature ufologique. Un cas béton, ce serait quoi? Une observation faite par plusieurs témoins, des photos, des marques sur le sol, des analyses, des enquêtes et des contre-enquêtes effectuées par plusieurs ufologues indépendants, etc. Des traces, il en existe ici, mais en 1973, les prélèvements effectués ont-ils été faits dans les règles de l'art? On aurait aussi aimé en savoir un peu plus sur les expériences de germination, des expériences qui laissent sceptiques certains ufologues rencontrés. Ajoutons à cela que tous les témoins n'ont pas pu être entendus, que certains détails de l'histoire sont contredits, que la description d'une soucoupe ne serait qu'une pure invention journalistique, et ainsi de suite. Quant aux affirmations de spécialistes qui croyaient dur comme fer à Fabrègues, comme on l'a dit plus haut Claude Poher puis Richard Niemzo, on pourrait aussi leur poser la question 45 ans après. Bref, l'affaire qui me paraissait énorme alors que j'avais 10 ans se retrouve là dans la catégorie des cas intéressants certes, mais loin d'être un cas béton que nous recherchons tous. L'idée de revenir sur les lieux m'avait effleurée à la fin des années 90 et j'y suis bien revenu pour faire quelques photos, sans toutefois rencontrer les protagonistes de cette affaire. J'apprenais alors que d'autres ufologues avaient déjà entrepris une contre-enquête sur le cas des vieux routards de l'ufologie que sont Didier Charnay et François Hayes. Il ne s'en serait fallu de peu pour que nous nous retrouvions au même endroit sur les lieux, puisque leur contre-enquête date de 1997. Le cas avait aussi été rapporté par plusieurs autres ufologues et on en retrouve encore traces si on va naviguer sur le net. On trouve Charlie Sanson, Jacques Rigaud, etc. Mais les éléments publiés n'apportent rien de plus que tout ce qui était déjà été écrit alors dans Lumière dans la nuit en 1974. J'ai aussi contacté Jean-Marc Aubert en 2016, qui était à l'époque journaliste au Midi Libre, au service des faits divers, et qui était censé avoir récupéré les archives de Francis Attard, décédé. Il avait bien fait, mais il avait tout jeté ensuite, à l'occasion d'un déménagement, après son départ du journal en 2001. Alors Francis Attard, décédé, Jean-Marc Aubert, qui n'avait certainement pas connaissance du sceau, cet organisme chargé de récupérer les archives ufologiques, bref, nous voilà à nouveau à pédaler dans la choucroute. Contacté début 2018, François Hayes a eu l'amabilité de rechercher le document paru dans Ufologue, numéro 4, Gaz épuisé. Aussitôt demandé, aussitôt scanné, le dogme n'apporte rien de plus mais pose quelques véritables questions. Voilà donc un cas qui était resté dans bien des mémoires, mais qui ne s'avère pas des plus solides. Thierry, ici présent, a pu tout récemment retrouver la trace d'un des témoins de l'affaire, qui est toujours dans la région. Ce dernier n'a malheureusement pas donné suite à nos demandes, il a simplement confirmé les faits, sans plus, et nous a fourni le numéro de téléphone de notre protagoniste de l'affaire. Ce dernier n'a, lui non plus, donné aucune suite à nos appels. Il n'y aura donc pas ici de nouvelles contre-enquêtes à cette observation
qui aurait sûrement mérité mieux que le simple rapport puisé dans les journaux. Si l'on s'en réfère à la classification de Alain Heineck, on dira que, et c'est un avis qui n'engage que moi, que le cas de Fabrègue a un mauvais indice d'étrangeté, mais un faible indice de crédibilité. Dommage que tous ces cas qui sont 100 fois répétés et embellis dans la littérature ufologique, et même sur Internet, se retrouvent avec des détails qui n'existent pas, des rumeurs non vérifiées, ou même des pures inventions par les auteurs en panne de reconnaissance. N'y eut-il pas, durant ces années 1970, une sorte d'excitation qui faisait voir des soucoupes où il ne pouvait y avoir que des phénomènes explicables? Là est toute la question, qui demeurera sans réponse, étant donné l'ancienneté des cas et l'absence d'enquête approfondie. Témoins disparaissant de la scène, enquêteurs et journalistes décédés, embellissement des cas par des journaux avides de sensations, voilà qui n'est pas fait pour faciliter la tâche des ufologues. Une chose à ne pas oublier, nous sommes dans les années 70, en plein dans les années d'or de l'ufologie, où les associations publient leurs réunions, leurs soirées d'observation dans les journaux, une période pendant laquelle de nombreuses observations sont faites, mais aussi des observations de phénomènes mal enquêtés, une période pendant laquelle il y a une certaine excitation, à la fois des ufologues et du public, et où le moindre événement prend une tournure extraordinaire. Alors on peut raisonnablement se poser la question, qui de la poule ou de l'œuf, ou comme je le dis souvent, y avait-il alors véritablement une vague d'observation, ou y avait-il tout simplement des associations présentes un peu partout pour recueillir les témoignages? On ne va jeter la pierre à personne, et je suis le premier à avoir veillé à cette ambiance à l'âge de 12 ans, quand les petits bulletins que je lisais déjà annonçaient des lieux de prédilection, des zones fertiles en observation, où l'on dessinait sur les cartes des triangles entre Nîmes, Ushio et Colonia, et où les ufologues se donnaient rendez-vous au pic Saint-Loup pour une soirée d'observation, munis de lampes torches de différentes couleurs pour faire des signaux extraterrestres, au cas où. Celles et ceux qui n'ont pas connu ça vont croire que j'exagère, et c'est pourtant la stricte réalité. Aurons-nous assez d'esprit critique pour trier le bon grain de livret dans la masse des informations qui nous parviennent? Bref, voilà. Que s'est-il passé dans ces années 70, à la limite de l'Hérault et du Gard? Le débat reste ouvert.